Parfait. Bah, écoutez, bienvenue à tous sur ce live Classroom. Nous allons être ensemble pour à peu près 1 heure. Et comme d'habitude, nous allons parler d'impression 3D, de conception 3D. Et le sujet d'aujourd'hui est donc les démarches de Fab Lab d'entreprise avec un focus sur le domaine de l'aéronautique. Nous recevions les semaines qui précédaient Edwin Monet, donc du Fab Lab des aéroports de Lyon, qui nous avait fait part de son retour d'expérience, savoir comment se met en place un Fab Lab d'entreprise, quelles sont un petit peu les conditions de son déploiement, peut-être aussi les difficultés rencontrées. On en avait fait toute une page, donc ce live est bien sûr accessible. On continue notre tour de cette démarche des Fab Labs d'entreprise. Il y a de plus en plus de démarches qui se créent. Alors, je crois qu'en France, aujourd'hui, on atteint pas loin de 400 Fab Labs, tout confondu, un grand public et entreprise. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs Fab Labs. Notre invité nous parlera d'un des Fab Labs historiques de France qui est basé à Toulouse. Et on fera aussi un passage sur un Fab Lab de l'aéronautique qui s'appelle le Protospace. Donc, il s'agit là d'un Fab Lab, une marche et qui a été contaminant puisque c'est maintenant tout un réseau qui a été monté de Protospace à travers le monde. Donc, on parlera de ce Fab Lab de Toulouse avec, on va dire, pas mal de questions. J'ai préparé des questions pour notre invité. On essaiera de les passer en revue ensemble et on gardera bien sûr une part pour vos questions, vos interrogations et vos retours d'expérience comme on en a l'habitude. En tout cas, Gauthier, bienvenue aujourd'hui. Merci de t'être libéré pour ce live, cet entretien particulier. Et donc, je vais te laisser te présenter. Tu as tout un bagage dans le monde des Fab Labs. Et aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle maker pour accompagner des démarches et des projets d'entreprise. Tu es consultant pour la société Altran et tu interviens actuellement pour le Protospace d'Airbus. Je te laisse la parole. Tout à fait. Et je suis aussi dans le domaine des Fab Labs associatifs. Je fais partie du conseil d'administration du Fab Lab Artilect à Toulouse, qui est le D'accord. plus vieux et un des plus gros Fab Labs de France. Voilà. Merci J'ai Gauthier d'être avec nous. pas de problème. Alors du coup, peut-être tu peux nous expliquer comment un peu ton parcours et aujourd'hui ton activité. D'accord. Mon parcours, il est assez particulier. Il a été principalement fait en autodidacte sur un petit peu toutes les technos qu'on peut trouver dans un lab, dans un Fab Lab. Il y a 10 ans, j'ai acheté ma première imprimante 3D. C'est parti de là. Et après, j'ai commencé à développer des connaissances dessus, à tester des façons de prototyper avec ce genre de machine, à dériver sur d'autres bécanes, comme tout ce qui va être les découpes laser, tout ce qui va être les commandes numériques. Voilà. Et après, je me suis mis à fréquenter un petit peu plus le monde des Fab Labs. J'ai eu un passage où j'étais à mon compte. J'avais créé une petite société de prototypage. Et j'ai eu l'occasion d'être embauché chez Altran dans le but de réaliser une mission pour le Protospace Airbus, qui est le lab d'Airbus. Voilà. Très bien. Donc, suite à ça, voilà, je voulais vous présenter un petit peu euh, un lab. Par rapport à tout ce qui est dit justement dans le premier onglet, je tiens vraiment à faire la différence entre les labs et les Fab Labs. Dans le Oui. cadre d'un Fab Lab, on précise que c'est très souvent des labs associatifs, d'accord, et qui respectent une charte éditée par le MIT, la charte des Fab Labs, d'accord. Les labs d'entreprise, eux, sont un peu différents. Déjà, contrairement aux Fab Labs, ils ne sont pas ouverts à tous. En général, ils sont réservés à l'entreprise qui a créé le lab. C'est le cas au Protospace. Alors que les Fab Labs sont vraiment ouverts à tout type de, de projet et à tout type de profil. Voilà, pour n'importe qui. Ok. Donc D'accord. ça, il Donc faut là, vraiment faire la tu différence parce distingues que bien c'est des structures finalement qui sont rattachées un peu au même fonctionnement,
mais tu dissocies bien les labs d'entreprise des Fab Labs ouverts au grand public. Oui, tout à fait. Il y a même une histoire de dépôt de nom, je crois, de mémoire. Ça, je suis pas tout à fait sûr, c'est à vérifier. Mais voilà, c'est la manière qu'on a trouvé aussi de les différencier. Parce que dans une entreprise, il peut arriver que quand vous dites le mot Fab Lab, ben, n'importe qui, justement, se dise, ah, mais je peux peut-être y avoir accès. Et c'est vraiment comme ça qu'on fait la différence aussi. Un Fab Lab, c'est pour tout le monde. Un lab, c'est réservé à l'entreprise qui a créé ce lab et à des projets en corrélation avec l'entreprise. Voilà. Donc le Alors, but. peut-être que c'est vrai que cette démarche, on parle de presque 400 Fab Labs en France. J'imagine que la part des Fab d'entreprise est bien sûr minoritaire, mais elle est croissante. Est-ce que c'est une démarche qui est récente d'intégrer cette démarche un peu start-up, un peu maker, comme on dit, à l'intérieur de grands groupes ou de structures Oui, cotées? c'est enfin, récente. Non, on va dire que ça date de à peu près du milieu des années 2000. Ben, même moment en fait où les Fab Labs ont commencé à s'installer en France. Euh, Justement où on a pu voir ses capacités de développement qui étaient beaucoup plus rapides. Euh, Ça a commencé effectivement à intéresser les industriels. Il a fallu un peu plus de temps pour que ça rentre vraiment dans les mœurs dans l'industrie, mais en général, souvent, ça a été mis en place par des gens qui travaillaient, qui venaient dans des Fab Labs et qui se sont dit aussi pourquoi pas instaurer ça dans une entreprise. Voilà. Mais en France, on va dire que c'est plus ou moins arrivé en même temps. Le Protospace, c'est une création de 2014. Et les premiers Fab Labs en France, on est aux alentours des 2006, je crois. Je crois que c'est la date de création d'Artilect, si je dis pas de bêtises. À vérifier, j'ai pas toutes D'accord. les données Ça sous les marche. yeux. Bon, déjà, Mais c'était voilà, c'est important un des premiers. de pouvoir effectivement différencier ces deux termes, même si un état d'esprit qui pourra être commun. Tout Alors, à du fait. coup, justement, par rapport à cet état d'esprit, on l'a évoqué alors, dans différents échanges avant de se rencontrer tous ensemble pour ce live. Tu parles de ce qu'on appelle un mindset, une approche en fait particulière du Fab Lab, qui est une démarche. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui. Alors, le mindset, pour moi, c'est vraiment l'âme du lab. Euh, c'est aussi une chose qui permet de présenter son propre lab. Le mindset, par exemple, qu'on va adopter dans un lab d'entreprise type le Protospace, ça va être de vraiment jouer sur la participation. C'est un lieu participatif, d'accord? Où n'importe qui de l'entreprise peut venir proposer des idées, d'accord? C'est un lieu où vous allez trouver du personnel et des moyens de fabrication numérique qui sont là pour accompagner, pour faciliter ces projets. Euh, Ça permet de faire des choses en interne beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait en externe. Ça permet aussi d'avoir un état d'esprit pour aller dans le fast and dirty, c'est-à-dire que le but d'un lab, c'est de générer des POC pour Proof of Concept. On est là pour montrer des preuves de concept. Ces preuves de concept, elles n'ont pas forcément besoin d'être, on va dire, d'arriver jusqu'au couche de vernis pour une maquette, par exemple. Le but, c'est de prouver que l'idée peut fonctionner. Voilà, c'est ce qu'on va appeler le fast and dirty dans le POC. D'accord? On est vraiment là pour montrer que ça marche. Le mindset est important aussi pour l'art du détournement. Ce que j'ai appelé l'art du détournement, c'est l'art de prendre quelque chose d'existant et souvent d'en détourner l'application. Je vais citer un exemple très récent, parce qu'on en a parlé hier, un exemple d'un modèle de chaise pour un nouveau Fab Lab à Toulouse. Simplement, en fait, la chaise est fabriquée en bois, mais il y a plein de parties de la chaise en fait qui sont des pièces détournées de chez Ikea. Par exemple, un support d'écran de bureau qui va servir de dossier de chaise, pour citer qu'un exemple. Voilà. Donc c'est l'art du détournement. Après, ça peut s'adapter à des trucs plus techniques, plus dans l'électronique. Mais voilà, on cherche toujours à détourner. L'art du détournement, c'est aussi des fois de détourner les machines ou de créer ses propres machines, comme par exemple la création. On l'a fait au Fab Lab Artilect pendant la période du confinement. On travaillait sur des masques pour le CHU de Purpan. Euh,
on a créé une machine qui vient couper des filaments en inox qui permettent d'être ajoutés dans les masques pour faire la pince au niveau du nez, par exemple. Voilà, c'est une machine qui n'existait pas, on l'a fabriquée. On a détourné des pièces d'impression 3D, on a détourné plein de choses pour arriver à faire notre machine. Il y a tout ce qui est le partage et l'échange. Donc ça, c'est très important. Et il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que les compétences qu'on peut trouver dans un lab sont les compétences des personnes qui viennent y travailler. D'accord? Par exemple, vous avez quelqu'un qui va travailler sur toute une partie de programmation. C'est des compétences que vous n'êtes pas forcément en interne dans votre lab. Vous pouvez intégrer ces compétences avec de l'échange et du partage. Chaque projet que je mène au boulot m'apporte quelque chose. Parce qu'on découvre de nouvelles technologies qu'on ne connaît pas forcément. C'est pas parce qu'on est dans un lab qu'on a la science infuse. Voilà. Le but, c'est vraiment d'apprendre avec ce partage et cet échange. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir dès le départ. D'accord? Après, il y a l'état d'esprit de l'innovation, ça c'est normal. Ne pas hésiter à tester de nouvelles choses, c'est très important. On fonctionne de façon par itération, donc on essaye de nouvelles choses, de nouvelles innovations, de nouveaux types de moyens de déplacement. On essaye plein de choses, voilà, et on voit un petit peu après ce qui fonctionne. Il y a le créer un réseau. Ça c'est très important aussi parce qu'un Fab Lab tout seul ou un lab tout seul dans son coin, en général, va vite se retrouver limité en termes de capacité d'innovation et capacité de fabrication. Euh, il faut pouvoir échanger avec d'autres labs ou d'autres Fab Labs parce que les deux ne sont pas forcément, comment dire, euh, opposés l'un à l'autre. Vous avez des labs qui vont travailler aussi avec des Fab Labs. D'accord? On retrouve souvent des personnes qui travaillent, qui gravitent autour des labs en entreprise, on les retrouve souvent dans les Fab Labs le week-end. Voilà. Donc tout Il y a ça, c'est vraiment un créer. effet d'émulation, un effet de le Fab Lab en tant que lieu n'existe pas sans ses participants et sans le réseau qu'il a autour. C'est ça, exactement. Moi, quand j'ai fini ma journée de boulot au lab, en général, je vais au Fab Lab. Voilà. Donc Pareil pour des projets, par exemple, qui ne peuvent pas être menés dans un lab, parce que ce ne sont pas des projets d'entreprise. Les personnes qui tiennent absolument à mener ce projet peuvent le faire par contre au Fab Lab. Donc au final, il est important de créer ce réseau-là. et alors du coup, ça c'est vrai que c'est très intéressant de voir que c'est vraiment une approche particulière. Est-ce que c'est quelque chose qui du coup est naturel quand on est dans une structure et qu'un Fab Lab se monte? Quelles sont un peu les réactions? Comment ça se passe? Comment les gens découvrent cette démarche? Alors justement, bah, c'était un des points qui est abordé dans la présentation, ça va être tout ce qui est l'aspect communication. D'accord, donc Euh, on y reviendra peut-être. voilà, tout à fait. La communication, c'est la clé du succès, là. C'est ça. Alors du coup, moi j'avais une question plutôt Je t'en prie. terre à terre, en dire comment aujourd'hui on met en place, comment on crée, comment on installe un lab dans une entreprise. Donc là, je t'ai posé cette question. Est-ce que tu peux nous faire un retour un peu Alors, concret de la mise en place d'un lab? au niveau de la création d'un lab, donc je ne vais pas parler de la partie organisation, les demandes à la direction, ce genre de choses, parce que ça c'est propre à chaque entreprise, hein, les demandes de budget, ce genre de trucs. La création d'un lab, en fait, c'est un rassemblement de compétences, donc de personnes et de matériel dans un lieu qui vont permettre justement euh, de pouvoir créer physiquement des idées. D'accord? Quelqu'un arrive avec une idée, le but c'est qu'il puisse prototyper cette idée. D'accord? C'est pour ça. Alors, dans la création d'un Fab Lab au sens propre, hein, quand on va parler par exemple de tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est choix de matériel se fait en fonction du domaine de compétences de l'entreprise. D'accord? Euh, pour citer une allégorie, c'est comme les magasins Decathlon où on va avoir des planches de surf qui vont être vendues dans des magasins qui sont plus proches de la mer. Voilà. D'autres, ceux qui sont plus proches de la montagne, vont vendre du matériel de montagne. Là, ce que vous voyez en photo, hein, c'est tiré d'un autre Fab Lab, c'est les éléments en général communs à tous les labs. C'est-à-dire que
on n'y coupe pas tout ce qui est impression 3D. Ça, on le retrouve dans tous les labs, même les plus petits. En général, un lab commence souvent avec une imprimante 3D. On trouve énormément tout ce qui est système de découpe laser. Donc beaucoup avec la marque Trotec. Ça, on en trouve quasiment dans tous les labs. Je pense que tous les Fab Labs que j'ai eu l'occasion de visiter avaient une découpe laser quelque part. Voilà. Et c'est vrai que, on va dire que cette marque est un petit peu leader. Pour donner un ordre d'idée, au Protospace ou au Fab Lab Artilect, on a du matériel de prototypage qui est très similaire. D'accord? Par exemple, on a la même découpe laser. Vous allez trouver tout ce qui est commande numérique. Ça aussi, on n'y coupe pas en général. Ça arrive plutôt dans un second temps, parce que c'est des machines qui coûtent assez cher. Là, vous avez l'exemple d'une machine à coudre aussi. Ça paraît tout bête, mais par exemple, au Fab Lab Artilect, on a tout un espace dédié à la couture, avec des brodeuses, des surjeteuses, des machines à coudre. Bon, ça, cette partie-là, on l'a pas chez au Protospace. Voilà. Et vous allez avoir les compétences. Les compétences, en général, on les retrouve souvent chez les Fab Managers. Donc les personnes qui sont dédiées à s'occuper des ateliers sur les lieux de travail. Ces Fab Managers vont vous guider sur tout ce qui est utilisation du matériel, sur comment l'utiliser, surtout la sécurité. Vont vous apporter aussi des compétences dans certains domaines avec, par exemple, si vous voulez créer un drone, vous allez trouver forcément un Fab Manager qui aura créé un drone déjà et qui pourra vous aiguiller et qui pourra vous donner des astuces de telle manière à vous aider à évoluer plus vite. Encore une fois, on est souvent, dans les cas des labs d'entreprise, on est souvent sur du fast and dirty. Le but, c'est que ça coûte pas cher à prototyper, donc on essaye aussi de gagner du temps. Donc c'est pour ça que le rôle de Fab Manager dans un lab a aussi beaucoup d'importance. D'accord? Et après, il y a tout l'aspect formation, où là, en général, ça fait aussi partie de la communication. On propose des formations aux personnes utilisant le Fab Lab ou voulant l'utiliser, que ce soit le lab ou le Fab Lab, de telle manière à les rendre autonomes et une manière aussi d'attirer des personnes externes qui ne connaissent pas le lab, de les attirer avec une capacité d'évolution, à prendre de nouvelles compétences sur tout ce qui est utilisation des machines. D'accord. Et justement par rapport à ça, à cette autonomie, aux intervenants du Fab Lab, il y a une question, que je souhaitais te poser, c'est, quand on est dans un Fab Lab, on le comprend bien, c'est quelque chose qui est ouvert, on vient chercher une démarche de co-création. Quand on est au sein d'une entreprise, est-ce que, il n'y a pas aussi un peu un mélange des genres dans la mesure où, je viens aussi, chercher, à prototyper, à réaliser, mon projet, que habituellement j'aurais tendance à sous-traiter. D'où peut-être la notion que tu avais évoquée avant cet entretien, entre être accompagnateur et fournisseur. C'est un peu peut-être le dilemme ou en tout cas la balance à trouver quand on est dans un fab d'entreprise. Tout à fait. Alors, je tiens à préciser de base, un lab dans une entreprise, ce n'est en aucun cas un fournisseur. D'accord? C'est pas un endroit où quelqu'un va venir avec une idée et va dire voilà, je veux que vous me fabriquiez cette idée. Ça va un petit peu à l'encontre du mindset que j'ai expliqué. Le, le but, c'est vraiment que les personnes qui veulent développer une idée soient accompagnées et soient impliquées dans le processus du début à la fin. D'accord? C'est-à-dire je, qu'elles maîtrisent leur prototype. Si par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui va faire développer son prototype en externe par un bureau d'études, quand il va recevoir son prototype tout fini, il va être très content. Par contre, il lui arrive quoi que ce soit sur ce prototype, il va être difficile pour lui de, de modifier son prototype parce que il ne le maîtrise pas. Il y a des phases qui ont été maîtrisées par d'autres personnes. Le fait d'impliquer quelqu'un de A à Z dans ce projet, et on le voit régulièrement au travail, ces personnes se forment et s'approprient leur prototype. Je ne sais pas si je suis clair dans cette vision-là, dans cette démarche.
tout à fait, je comprends bien. Mais voilà, on a souvent des retours positifs vis-à-vis de ça. Et le fait qu'il y ait de la participation, le projet ne s'essouffle pas. Vous allez avoir des projets des fois qui à très long terme, s'ils ne sont pas suivis par la personne qui les a demandés, ont tendance un petit peu à s'étouffer. Mmh. D'accord? J'imagine surtout dans l'aéronautique, les temps de mise en industrialisation, des idées et ce sont des enfin, en tout cas, c'est une idée qu'on en a, c'est des cursus qui sont longs. Heu, Là, le fait d'en avoir une maîtrise, c'est peut-être aussi ce qui fait que, on développe ces labs. C'est ça. Et le fait d'avoir la maîtrise de son prototype euh, vous attire aussi un type de profil client un peu différent. C'est-à-dire, si on prend un exemple sur tout ce qui est les ateliers de production, vous allez avoir des personnes qui vont avoir des idées, euh, des personnes travaillant dans la production sur de nouveaux outillages, sur de nouveaux systèmes pour l'ergonomie d'un poste de travail, par exemple, pour optimiser leur travail. Donc, au total, optimiser la production. Et le fait que ces personnes puissent venir dans un lab, elles ne se sentent pas dépouillées de cette idée. C'est-à-dire que vraiment, vu qu'on les accompagne pour le faire, elles disent pas, bon, j'ai donné mon idée et peut-être qu'un jour, ça sera développé. Là, voilà, on fait en sorte qu'elles s'approprient leur idée et ça permet aussi de développer plus d'idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Si on a une bonne communication au niveau de notre lab, plus en plus de personnes vont venir et même pour faire un petit outillage, bah, tout ça, ça s'inscrit dans l'optimisation de la production. D'accord? Du Et ça, coup, il y a c'est quelque part un gain de ce que tu veux dire, c'est que, le gain de productivité, il est dans le fait de l'implication, des collaborateurs dans les projets? c'est ça. Parce que, en fait, sinon, il n'y aurait pas d'idées qui viendraient dans le lab. D'accord? Les idées viennent dans le lab par le personnel de l'entreprise. D'accord? C'est pas, le lab n'est vraiment pas réservé juste à quelques idées. Alors, bien sûr, les idées sont triées quand elles arrivent, parce qu'il y en a certaines qui ne valent pas forcément le coup d'être développées en interne. Il y en a certaines où ça va être par exemple juste la modification d'un outil existant. Et dans ce cas-là, le fournisseur de l'outil peut le faire. Mais pour prototyper, prouver que ça marche, une nouvelle idée, je vais citer un exemple par exemple qui a été diffusé dans les journaux. C'est pas un exemple en aéro, c'est un exemple en automobile. C'est l'entreprise Audi qui fabrique ces porte-pièces en impression 3D. En gros, c'est pour tenir une portière, par exemple, les plots de fixation sont faits en impression 3D. C'est des choses qu'ils font en interne, en fait. Et comme ça, ils peuvent adapter plusieurs modèles. Ils peuvent juste changer ces plots imprimés. Ben, on voit la même chose un petit peu en aéro. Il y a ces petits outils qui sont vraiment le quotidien de tous les jours, mais qui peuvent se développer très facilement par le lab et qui, au final, impactent sur la production en positif. Alors c'est bien parce que ça fait écho effectivement à l'intervenant qu'on a eu, la semaine dernière. Finalement, ce sont parfois des petits tracas, c'est des petites choses qui sont, un frein à la productivité. Alors, C'est du ça. coup, qu'est-ce que tu constates au sein de Protospace? Ce sont finalement plutôt des petits projets qui sont menés, il y a une majorité de petits projets, comme tu l'as évoqué, d'outillage, d'optimisation, de son Alors, poste de travail ou des projets aussi de fond? Qu'est-ce qui fait un peu la tendance dans un eh lab ben, en d'entreprise? fait, la bonne santé, c'est de voir qu'il y a tout type de profil de projet. Autant des tout petits, parce que justement, ce que je disais, quand vous formez les gens dans votre lab, des personnes de la société, ils peuvent aussi, à terme, venir développer leurs prototypes eux-mêmes. Vous n'avez quasiment même plus besoin de les accompagner. Par exemple, j'ai Mmh. formé pas mal de personnes à l'impression 3D, et au final, il y a pas mal de personnes qui viennent, je n'ai même plus à les guider, c'est eux qui démarrent les machines, et c'est eux qui lancent leurs propres impressions pour leurs prototypes. Après, il y a effectivement des très gros projets. Il y en a une photo typiquement sur la présentation, qui est un prototype qui a été présenté à la Drone Week d'Amsterdam l'année dernière, non, il y a 2 ans, qui était le projet Pop-up Airbus, voilà, où justement bah, toutes les équipes se sont mis à travailler sur ces drones.
Et ça a été deux entités du réseau, Protospace, donc une en Allemagne et une en France, qui a développé ce type de machine. Sachant que pour développer une machine comme ça dans un bureau d'études normal, ça prend en général un peu plus de temps. Et là, Voilà. c'était Et toujours là, on est un parti, concours d'innovation interne, c'est voilà, ça? on est parti sur 6 mois pour fabriquer la totalité, sachant qu'il n'y a que la partie volante qui a été faite en interne. Toute la partie basse, ça a été développé par Audi et Ital Design. Voilà. D'accord. Ouais, donc il y a aussi cet aspect, peut-être que tu y reviendras sur la communication du lab, événementielle aussi pour booster l'innovation au sein de l'entreprise. Alors, C'est du ça. coup, avant qu'on revienne sur cet aspect-là, j'avais une question, encore une fois, toujours un peu terre à terre, mais c'est des questions qui reviennent lors des différents lives, c'est l'aspect financier. Comment, alors l'aspect financier, j'aurais bien voulu que tu puisses développer sur différents points. À la fois, bah, combien ça coûte de mettre en place un lab, et aussi euh, la rentabilité d'un tel système interne. Alors, la question, c'est surtout vraiment en général la rentabilité de ce système en interne. Ça, c'est la question piège. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable de développer un lab à l'intérieur d'une entreprise? Alors, pour avoir eu l'occasion de voir même un autre lab d'entreprise se monter, un service de prototypage euh, va toujours dépenser de l'argent. D'accord? Ça, c'est un coût financier sur tous les aspects, hein, que ce soit de l'achat de matériel, que ce soit les personnes qui y travaillent, euh, que ce soit les consommables. L'impact financier d'un lab se voit dans les projets menés par ce lab. C'est-à-dire, le lab va héberger un projet de création pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend du projet. Et en fait, c'est quand ce projet sort du lab et qu'il continue à évoluer et qu'il donne des résultats financiers, ce projet, en fait, c'est dans ces résultats financiers qu'on voit les résultats du lab. D'accord? C'est vrai que c'est un peu dur à voir au départ, justement, le côté retour sur investissement. On met un petit peu de temps à le trouver dans le cas des labs. Par contre, si on voit tous Ce les que tu veux projets dire, c'est que accompagnés, on s'en rend compte. la rentabilité se calcule plus au niveau du projet accueilli par le lab que le lab lui-même. C'est ça, exactement. Après, il y a aussi la possibilité de participer financièrement, que les projets participent financièrement au lab aussi. Par exemple, en investissant dans tout ce qui est consommable pour créer son prototype. Voilà. On arrive à Donc là, trouver on est, des systèmes d'équilibre et des systèmes de donnant-donnant, en fait. c'est d'être au cours réel plus que à être, comme tu le disais bien, attention, ce n'est pas un fournisseur et ou avec Voilà, un achat comme il se serait fait à l'extérieur, mais vraiment un service proposé au projet. c'est ça, exactement. Et dans le cas de la création d'un lab, donc là, les histoires de coûts, euh, par exemple, je vous ai mis en photo la photo d'une Ender 3. C'est une Ah imprimante oui, c'est 3D. effectivement c'est une imprimante qu'on connaît bien, qu'on voit Voilà, partout, qu'on voit souvent auprès des makers. c'est Est-ce que ça. c'est aussi des choses qui interviennent dans les entreprises? Alors, elles interviennent aussi dans les entreprises, mais alors, il faut vraiment prendre en compte que ça dépend toujours des règles de sécurité de l'entreprise elle-même. D'accord? Vous avez des sociétés qui vont décider qu'une imprimante 3D doit être carénée, doit être complètement protégée, hein, de toute intervention extérieure, pour que personne ne se blesse. Vous avez des sociétés où la sécurité est un peu plus, je ne vais pas dire cool, mais un peu plus laxiste sur l'utilisation de ces machines. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de réglementation commune à toutes les sociétés sur comment on doit utiliser ce type de machine. D'accord? Euh, donc, ça va vraiment dépendre des sociétés et des services aussi, d'accord? Dans lesquels ça peut être installé. Sachant que dans toutes les sociétés au global, là, il n'y a pas que l'aéro, hein, on peut parler de l'automobile, on peut parler de pas mal de domaines différents. On trouve de plus en plus de ces machines dans un petit peu tous les services, d'accord? Pourquoi la photo de cette machine? C'est pour une anecdote. J'avais proposé l'achat de cette machine dans le lab où je travaille.
Et on m'a dit, bon, ça vaut entre 150 et 200 euros. On m'a dit, à ce prix-là, bon, ça doit pas valoir grand-chose. Alors, on m'a laissé en prendre deux. Et il s'avère que quelques mois après, on s'est rendu compte que c'était les machines qui tournaient le plus. Parce qu'elles montraient une bonne qualité, elles étaient relativement fiables. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas forcé d'acheter dans un lab du matériel qui coûte, qui soit hors de prix, hein, que ce soit une imprimante 3D à 300 000 euros. Voilà, le coût en matériel du lab va être en fonction de ce qu'on veut y mettre en fait. On peut très bien acheter deux petites imprimantes 3D comme ça et commencer à prototyper. D'accord? Après, vous allez avoir des achats de matériel qui vont être effectivement différents en fonction du type de métier qu'on fait. Par exemple, dans le cas de l'aéro, on a besoin de machines capables d'imprimer une matière qui s'appelle l'ULTEM, parce que l'ULTEM a des agréments feu fumé qui permettent d'être embarqué sur avion. Voilà, c'est vraiment, on va adapter en fonction des cœurs de métier, mais ça ne coûte pas forcément cher. Euh, je pense que à partir de si on fait un petit lab basique, que ce soit avec de l'impression 3D, de l'électronique, euh, un petit peu de robotique, je pense que déjà aux alentours au maximum 4 à 5 cas, on peut commencer déjà à avoir un petit lab fonctionnel avec un endroit pour faire de la soudure avec tout le matériel de soudure nécessaire, un endroit pour travailler de la robotique avec des composants électroniques, pour la programmation, ce genre de choses, plusieurs imprimantes 3D. Voilà, on peut déjà avoir un petit lieu sympa, mais on peut aussi le faire avec un budget plus réduit. Donc voilà, le coût dépend vraiment en fait des projets qui vont être aussi hébergés. Ça veut dire que quand vous avez un gros projet qui arrive, avec une utilisation de machines particulières comme une découpe laser, une Trotec par exemple, et ben, pour ce projet il vous faut de la découpe laser, à ce moment-là on peut voir pour investir dans une machine comme ça. On n'est pas forcé de faire les investissements de base, d'accord? Après, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire en découpe laser, eh ben, on va se débrouiller pour le faire en impression 3D. On ne peut pas les faire en impression 3D, on va se débrouiller pour les faire à la commande numérique. On peut toujours essayer de s'arranger et de détourner l'application de, des machines. Par exemple, une imprimante 3D, on peut très bien détourner la machine et en faire une graveuse laser. Ou même en faire un plotter de découpe vinyle. Vous avez pas mal d'exemples sur Internet de gars qui ont fait ces modifications sur ces machines. Voilà. Et même si la Mm. machine, par exemple, ne convient pas en termes, je te dis une bêtise, de zone d'impression, ben, vous pouvez toujours bricoler les machines. Par exemple, pour cette machine, je crois que c'est 130 euros, il existe un kit d'extension. On passe d'une zone d'impression de 22 par 22 à une machine de 40 par 40. Voilà. Le coût aussi est assez réduit dans l'utilisation d'un lab par la rapidité de prototypage. En général, vu qu'on implique la personne qui a son idée, en général, elle s'y investit personnellement aussi, en général, et cherche à aller vite aussi, d'accord? Parce que, par exemple, son manager va lui avoir accordé 3-4 jours de travail dessus, pas plus. On est vraiment là aussi pour montrer une rapidité de prototypage, rapidité qui existait pas vraiment en fait avant la création des labs. Parce que on avait un fournisseur d'un côté pour de l'impression 3D, par exemple, on avait un autre fournisseur de l'autre côté pour tout ce qui était usinage métallique, et quand il fallait faire des projets qui rassemblaient les deux, c'était compliqué. L'avantage d'un lab, c'est qu'on peut réunir plusieurs compétences en un seul point, donc gagner du temps. D'accord? Et il y a aussi le fait qu'on peut développer beaucoup plus d'idées avec un lab. Si on prend une entreprise, par exemple, si elle a 100 projets d'innovation en une année, bah, elle va avoir les moyens d'en développer, allez, 5%. Par contre, avec un lab qui permet des coûts de prototypage beaucoup plus faibles, on va passer de ce 5% peut-être à 50%. Et il Mm. suffit que sur ces 50 projets, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui marchent et qui rapportent beaucoup d'argent derrière pour qu'on voit directement la rentabilité. On a pu tester beaucoup plus de choses, en fait. Ça ouvre les possibles dans l'innovation.
Ouais, tout à fait. Donc ouais, c'est très intéressant cet aspect-là et bah, ça enchaîne tout à fait avec le point, crucial en fait de la réussite d'un lab en entreprise. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est la communication C'est et ça. si tu le veux bien, ça serait intéressant qu'on puisse revenir sur ce point, puisque là tu l'as dit, voilà, le lab, parfois a un objectif. L'objectif, c'est de soutenir des projets et pour ça, il faut que, les projets soient éligibles et que bah, les collaborateurs soient enclins à venir dans ces lieux, Tout à fait. changer leurs habitudes. Tout à fait. C'est vraiment, en fait, c'est ça. C'est apporter, entre guillemets, prêcher la bonne parole de ce mindset au sein de l'entreprise, en fait. Et ça se passe par une communication interne des projets qu'il a accompagnés, d'accord? Ça montre aussi les capacités de fabrication, ses capacités de production qu'il a. Par exemple, moi, je vois plein de personnes qui viennent tester pour la première fois et qui sont épatées par l'impression 3D. J'avoue que ça me fait toujours un peu bizarre parce que quand on connaît ça depuis pas mal d'années, on est plus, on n'a plus ce côté les yeux qui brillent. Et en fait, se rendre compte qu'avec une techno qui nous paraît simple maintenant, on peut faire briller les yeux des gens et leur faire se rendre compte que le prototypage ben, devient accessible pour eux par le fait qu'il y a une imprimante 3D, par le fait qu'on peut le former à l'utilisation de ces imprimantes 3D, à l'utilisation des logiciels de CAO. Ben, justement, ça apporte c'est une communication qui est très importante parce que cette personne va venir faire un prototype, va en général s'éclater avec une imprimante 3D. Alors je cite principalement les imprimantes 3D, hein, mais on compte aussi des coupes laser et toutes ces machines assez folles. Et cette personne-là va être un vecteur de communication. Elle va retourner sur son lieu de production et justement, elle va commencer à parler ben, du prototype qu'elle a pu faire. Donc il y a la communication comme ça, où voilà, on apporte vraiment un mindset et, et on apporte aussi cette communication qu'on est vraiment ouvert à tous les membres de l'entreprise. Ce n'est pas réservé juste à un groupe de personnes, c'est vraiment n'importe qui, même la personne à la production qui va avoir une idée d'optimisation, une idée pour améliorer sa qualité de vie au travail, améliorer sa productivité. Si c'est une idée qui passe par la réalisation d'un petit prototype, le but c'est qu'elle sache qu'il y a un lab et qu'elle peut venir le faire. Donc voilà, c'est vraiment un aspect important et c'est quelque chose à pas négliger. Et dans la communication, il faut pas voir que, comment dire, faut pas que le lab soit vu comme simplement étant un endroit où on bricole. Il faut vraiment que ça soit vu comme un endroit de prototypage, un endroit de développement personnel aussi sur les technologies. Euh, Petit conseil aussi pour les labs, il faut vraiment qu'en termes de communication, on soit raccord. Petit conseil, c'est vraiment ne développer que des projets pour l'entreprise. Simplement que si on ouvre le lab aussi à des projets personnels, parce qu'on a régulièrement les demandes, quelqu'un qui veut réaliser un petit projet personnel, euh, voilà, on n'aura pas le même impact en termes de communication que si on travaille vraiment que sur les projets professionnels. Je ne sais pas si je suis assez clair sur sur la communication. Oui, oui, tout à fait. Alors après, il y avait une question tu l'as évoqué, ce sont des outils qui sont pour certains complètement nouveaux. Est-ce que tu constates que finalement les ingénieurs sortis de formation, maintenant que la formation initiale aussi intègre des Fab Labs internes aux universités, aux écoles, est-ce que ce sont eux les premiers utilisateurs du Fab Lab ou pas forcément? Eh bien, pas forcément. Les premiers utilisateurs, je dirais, c'est surtout des passionnés. On voit beaucoup de gens euh, qui repartent du lab avec les yeux qui brillent. Voilà. De toute façon, un lab attirera des gens aussi en fonction des personnes qu'il a chez lui. Ça veut dire que si il a un personnel qui est passionné par ce qu'il fait, la passion, c'est quelque chose de communicatif. On arrivera toujours à attirer de nouvelles personnes de cette manière. Les ingénieurs, pour l'instant, sont... L'impression 3D, on n'a pas encore eu cette vague d'ingénieurs qui a été bercée par ça pendant leurs études, en fait.
pour moi, c'est quelque chose qui est plus en cours. On le voit d'ailleurs hein, sur l'impression 3D avec l'installation des machines dans les écoles. C'est encore quelque chose de très restreint. Je vais citer un exemple qui était assez marrant. On a eu un stagiaire qui est resté chez nous pendant un mois et j'ai formé ce stagiaire à l'impression 3D. Il était un stagiaire, il était dans un lycée technique euh, et on a eu la chance de pouvoir à nouveau l'avoir en stage cette année. Et il m'a expliqué comment ça s'est passé une fois qu'il est reparti à l'école. Il y a des profs qui lui ont fait sauter certaines heures de cours pour qu'ils viennent les aider, les profs, à régler les imprimantes 3D. En fait, il était devenu dans son lycée une référence impression 3D, même pour ses profs. Et ça s'est fait vraiment par un partage, par une passion. Quand ce stagiaire est arrivé, l'impression 3D, il connaissait rien du tout. Et en Bon, alors, fait, pour ceux qui nous regardent, je crois qu'il y a un sujet qui revient à chaque fois, hein, puisque les aéroports de Lyon ont ouvert leur premier Fab Lab grâce à un stagiaire. Donc, je crois que s'il faut retenir quelque chose, finalement, c'est de recruter des gens en stage, hein, des jeunes étudiants en stage pour booster cet aspect-là. Mais bah, c'est vrai que c'est... c'est un vrai point, c'est une culture en fait différente. Et ça nous permet peut-être de transiter sur la dernière question que je voulais te poser pour cet Vas-y. entretien. Euh, Puisque c'est vraiment comme c'est presque l'esprit d'une startup au sein bah là pour le coup là tu es dans l'aéronautique, tu accompagnes une très grosse structure. Euh, c'est d'amener cette culture de startup dans des entreprises qui sont implantées depuis des années. C'est ça. Alors, donc là, c'est une phrase que j'avais trouvée plutôt bien tournée, hein. Elle n'est pas de moi, je suis honnête. Comme quoi, donc, un lab favorise l'émergence d'idées disruptives, ça c'est un mot que beaucoup adorent, en isolant des projets pour les porter sans perturber l'organisation existante. Et c'est là, j'en reviens à ce que je disais, il y a plein de projets sans un lab ces projets n'auraient pas été menés par manque de fonds, par manque de personnel, par, euh, par lourdeur administrative, par exemple. Ou par habitude, parce que ça ne se faisait Voilà, pas, ou parce qu'effectivement, comme tu l'évoques, il y a un côté de perturbation. C'est-à-dire que dédier 3 jours à concevoir son propre prototype, c'est pas dans la culture habituelle. On va passer par un fournisseur pour ça. c'est ça, exactement. Donc vraiment, le lab, au sein d'une grosse entreprise, a cette capacité, c'est en fait d'ouvrir à des idées nouvelles, à des projets auxquels on n'aurait pas pensé, où on se serait dit c'est complètement fou pour être fait. Par exemple, ben, là vous avez des exemples d'avions, mais vous avez aussi des exemples de drones, comme celui que vous avez vu avant le pop-up. Ben, pour réaliser une maquette fonctionnelle, c'était pas quelque chose qui aurait été fait sans ce type de structure, sans un lab en fait. Voilà, c'est parce Ce que tu que veux dire, c'est qu'on l'aurait c'est peut-être pas. pas fait. On Voilà, aurait peut-être évité cette étape. peut-être, peut-être, je sais pas justement comment ça se serait passé si le lab avait pas été là, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui aurait été fait aussi vite. Voilà. Ça apporte une façon différente de travailler. C'est vrai que ça s'approche pas mal de l'esprit startup, alors tout en n'ayant pas forcément les inconvénients d'une startup, tout en gardant bien sûr des bases d'une grosse société, hein, avec des process, avec bah, des règles de sécurité aussi, hein, parce que c'est quand même très important, faut pas l'oublier dans les labs, hein. On fait quand même joujou avec des machines assez dangereuses, hein. Une découpe laser par exemple, ça pardonne pas. Voilà. Mais ça permet voilà, une vision différente, mais qui est en accord avec comment dire, un état d'esprit de l'entreprise. Ça veut dire que une entreprise qui fait des avions va pas, dans son lab, fabriquer des machines à café, même si c'est une idée disruptive. Voilà. C'est ça que je veux dire en fait. Ça permet un fonctionnement plus différent, mais en gardant quand même des bases communes. Voilà, c'est pas une entité qui est isolée et enfermée toute seule dans son coin. Eh ben, en tout cas, merci Gauthier pour ces explications, pour ce partage. Je vous propose de préparer vos questions pour notre invité. Et alors, vous pouvez le faire via le chat ou ouvrir vos micros, bien entendu. Alors, bah, merci Gauthier d'avoir pris du temps pour nous expliquer bah, cette démarche de Lab et aussi d'avoir bah, mis le doigt sur certains points, que ce soit le mindset, que ce soit euh,
l'organisation du Fab Lab interne et Les coûts? les coûts, voilà, tous ces éléments-là. Alors, du coup, le temps que vous prépariez vos questions, je vous rappelle que donc F3DF accompagne les entreprises sur les nombreux sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, que ce soit l'intégration de logiciels de conception ou de machines de fabrication ou de prototypage, mais également dans les compétences qui permettraient de monter ou de développer un lab à l'intérieur de votre structure et de pouvoir amener vos collaborateurs, comme l'a évoqué Gauthier, à une maîtrise, une autonomie, jusqu'à en être, pourquoi pas, certifié sur ces compétences. Donc, on accompagne aujourd'hui l'ensemble des entreprises, que ce soit sur des projets sur mesure. Vous avez envie de développer un projet au sein de l'entreprise, vous avez envie de monter en compétence, vous ou votre équipe. Là, on peut effectivement faire un travail sur mesure pour vous accompagner. Mais également, on vous accompagne aussi sur différentes modalités. On l'a évoqué lors de différents lives. On a mis en place aussi des formations qui sont plus longues et qui se font en autonomie, notamment avec le plateforme e-learning, dont beaucoup nous suivent aujourd'hui et connaissent bien ce mode d'apprentissage, avec un accompagnement sur l'ensemble de l'année et des modules qui permettent de monter en compétence petit à petit sur les technologies d'impression, sur la conception. Et on ne l'a pas forcément évoqué beaucoup, mais sur l'usinage, tous ces aspects-là de fabrication. Et bien sûr, on ouvre nos centres. Alors, actuellement, c'est encore effectivement dans une période un peu perturbée, mais toutes les sessions de regroupement pour les salariés de toute la France ou des personnes en reconversion, on propose des workshops, des formations collectives vous permettant de continuer votre formation. Du coup, je vous propose de traiter vos questions. Alors, si vous souhaitez ouvrir vos micros et prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi passer via le chat, bien entendu. Alors, c'est vrai que le propos de Gauthier était particulièrement clair. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors, du coup, peut-être que moi j'avais une question. Du coup, côté, tu l'as évoqué, côté matériel, tu as parlé de petites machines. Tu as dû convaincre aussi une structure d'élargir le parc machine. Est-ce que ça, c'est du coup quelque chose qui est compliqué quand on est au sein du Fab Lab, j'ai envie de dire, de devoir convaincre aussi une structure qui a déjà un peu investi dans ce lieu, qui n'en voit pas, on l'a parlé, c'est un centre de coût. Comment on fait pour convaincre? Comment on fait pour continuer à développer cette activité? En termes de matériel, par exemple, déjà, la facilité pour convaincre un responsable, c'est déjà le prix du matériel. Il y a une différence entre acheter une découpe laser à 60 000 euros ou une imprimante 3D à 200 euros. Ben, là, moi, quand j'ai proposé cette machine, ça a été plus, ça n'a pas été une question de tarif au départ, ça a été vraiment une question d'augmenter la capacité d'impression pour le prototypage. Et surtout, la différence entre une grosse machine impression 3D professionnelle et une petite machine comme celle-là, elle a été de rendre les gens autonomes sur cette techno. Et on ne peut pas les laisser tout seuls sur une machine qui va coûter 150 000 euros. Par contre, sur une machine qui coûte 150 euros, qui est très facile à réparer, qui est très simple, qui a des pièces détachées qui coûtent quasiment rien, là, on peut les laisser autonomes. Donc en fait, l'achat de ces machines, ça a été un mélange de rendre les gens autonomes, un mélange de communication, un mélange de partage de formation. Voilà, j'ai plus argumenté là-dessus. Donc ça a permis finalement d'aller étape par étape, de faire rentrer des personnes Exactement. qui auraient trouvé trop long de prototyper sur des technologies plus contraignantes, où la formation est peut-être plus importante. C'est ça, exactement. Voilà, c'est une porte d'entrée finalement, ces Exactement. machines dites Et, rétrape. et pour répondre à la question de Christine qui demande quel type de matériaux on utilise en impression 3D, euh, on va dire que les matériaux principaux, ça reste simplement l'ABS et le PLA. Alors, l'ABS n'est pas imprimé sur les petites machines, c'est sur des grosses machines avec des systèmes de filtres. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ABS en impression dégage des trucs pas très gentils, hein. Je crois que de mémoire c'est du styrène gazeux, donc pas très sympa. Et le PLA, donc parce que le PLA aussi ne dégage
rien de prouvé pour l'instant, qu'il est très facile à imprimer, et que je le rappelle encore, la mentalité c'est de faire un petit peu du fast and dirty. C'est-à-dire qu'on essaye de faire une preuve de concept assez rapidement et pour un coût très faible. C'est pour ça que des fois, juste pour démontrer un concept, le fait de faire une impression en PLA ou en ABS, ça coûte pas très cher et justement, bah, ça permet de prouver que ça marche. On ne demande pas à la pièce qu'on a imprimée de résister à 10 000 heures de fonctionnement. On va lui demander juste de montrer que ça marche une fois. Et après, une fois que ça a marché une fois, si l'idée vaut le coup, l'industrialisation se fait derrière. Alors oui aussi parce que l'impression métal reste un coût très important. Voilà, je précise que même si on faisait de Ce l'ABS ou du sont métal. ce sont des technologies qui sont quand même présentes au Protospace, par exemple, l'impression de poudre métal ou... C'est présent chez Airbus. Comment D'accord. choisissez-vous le type de filament pour l'impression 3D lors de la création d'outils par exemple? Alors, il y a deux choses qu'on choisit, ça va être le type de filament effectivement, mais également comment on va imprimer la pièce. C'est-à-dire qu'en fonction des demandes de résistance mécanique, de résistance chimique s'il y a, de résistance en température, on va sélectionner le matériau. Par exemple, dans le cas où on va demander une résistance thermique, on va plus utiliser des matériaux comme par exemple, j'en cite un que je connais, du PLAN, qui peut monter à 160 degrés en résistance thermique une fois qu'il a été recuit. Euh, voilà, on va vraiment adapter les matériaux en fonction et aussi de nos capacités d'impression, parce que certains matériaux vont demander des capacités d'impression différentes, comme des modifications sur les imprimantes. Je parle des matériaux chargés, voilà, comme par exemple passer sur des buses, tout un système de tête en inox plutôt que du laiton et de l'aluminium. Voilà. Donc voilà, on choisit vraiment en fonction du cahier des charges. Voilà. Et après, on peut travailler sur que ce soit du PLA, que ce soit de l'ABS pour la plus grande partie. Et s'il y a besoin particulier, ça peut être du nylon, ça peut être du polypropylène, ça peut être plein de types de matériaux différents. Ok, très bien. Alors c'est vrai que bah, là, ouais, effectivement, c'est vraiment en fonction de chaque projet. Alors je vois aussi qu'il y a des partages d'expérience dans le chat, donc merci Mhm. à Rémi et Alain qui nous parlent aussi voilà, d'une notion que tu as évoquée, le détournement bah, d'imprimantes 3D pour faire de la gravure ou transformer en termes de traceur. Et apparemment, effectivement, ça se fait même sur des machines à des prix extrêmement abordables. Voilà. Alors, comment gérez-vous les petits outillages perceuses ou meuleuses pour le montage des produits? Alors, je vois pas trop la question, c'est en termes de sécurité ou en termes de développement pour tout le monde? Enfin, d'utilisation pour tout le monde? Là, je vois pas trop le sens. Alors c'est Christine hein, qui pose la question. Donc Mhm, Christine, tout à fait. si tu as un micro, alors je crois que tu nous as C'est rejoint. pour l'utilisation pour tout le monde, en fait. Comment Mhm. vous donner accès au reste, c'est-à-dire Tout ce qui est dangereux. ouais, tout ce qui est un peu dangereux et qui, comme des tournevis, enfin, les tournevis sont pas très dangereux, mais ils sont souvent disparaissent. Voilà. Comment Alors, vous faites ça, ça ça? c'est un point commun avec le lab ou le Fab Lab. C'est la même chose. On ne donne pas accès aux machines tant qu'il n'y a pas eu une formation. Et cette formation comprend la sécurité. C'est D'accord, obligatoire. Et le port des EPI, donc tout ce qui est équipement de protection individuelle. Ça, on ne laisse pas accès. Et là-dessus, il y a, que ce soit dans les labs ou les Fab Labs, il y a une certaine intransigeance là-dessus. Parce qu'on ne peut pas se permettre en fait que quelqu'un se blesse. Voilà, enfin, vous faites de la meuleuse, il paraît logique de porter des lunettes de sécurité. Mais d'accord, bon, il faut être un petit peu derrière les gens. Et c'est ça aussi, c'est ça à quoi sert un Fab Manager justement. C'est aussi surveiller les comportements à risque dans les Fab Labs, que ce soit pour les machines, mais que ce soit aussi pour la personne elle-même. d'accord. Et Voilà. vous avez des équivalents de Dremel ou un petit tour? Ah oui, oui, on a autant d'outils d'outillage que du gros. D'accord, Donc voilà, on a des grosses commandes numériques, mais après effectivement on a de l'électroportatif, quoi, que ce soit scie sauteuse. Voilà, comme je vous ai dit, de toute façon le matériel que vous avez dans les labs ou les Fab Labs, c'est quasiment le même. Donc scie sauteuse, meuleuse, disqueuse, ouais, que des outils bien dangereux. C'est pour ça que formation obligatoire. Alors après, il y a aussi, vous parlez des tournevis dans le cadre des Fab Labs directement là. Faut faire attention aussi parce que ça a tendance à disparaître.
Ok, merci. Voilà. Merci Christine pour ces questions. Du coup, alors s'il y a d'autres questions qui apparaissent, n'hésitez pas on est encore quelques minutes ensemble. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit pour ça au lieu de l'AlphaWise U20, on peut utiliser la 3018 Pro ou l'AlphaWise C10. La 3018 Pro est pas mal, mais la broche est un peu limite. C'est très bien pour faire du PCB. Voilà, parce que c'est le dernier jouet avec lequel on a pu jouer au Fab Lab. Donc, en ce moment, Alors, du coup, c'est la grande mode cette petite machine parce que à moins de 200 euros, on peut se retrouver avec une petite commande numérique qui, si on est patient, peut faire des jolies pièces en bois. Voilà, et ça, c'est aussi l'avantage, mine de rien, là, de ce type de machine, là, la 3018 Pro, c'est que ça va permettre aussi à beaucoup plus de gens d'avoir accès à ce type de techno. Parce qu'il y a aussi beaucoup de développement qui s'est produit ces dernières années dans les labs et les Fab Labs, dû à la baisse aussi du prix des machines. Par exemple, il y a 5 ou 10 ans, vous vouliez vous acheter une découpe jet d'eau, c'est un truc qui coûtait, allez, je pense que c'était bien facilement dans les 200 à 300 000 euros. Maintenant, vous pouvez en trouver à 50 000, 70 000 euros, par exemple. alors, du coup, on l'a vu, finalement, ces imprimantes qu'on aurait qualifiées d'imprimantes jouets, elles ont fait leurs preuves, je crois, ces derniers jours, puisqu'elles ont suppléé la production industrielle, notamment de protection de visière, hein, puisque aujourd'hui, voilà, on voit maintenant des modèles qui sont industrialisés, qui sont produits en grande quantité, mais ce sont ces machines-là qui ont tourné pendant plusieurs mois pour fournir les soignants. Tout à fait. Au Fab Lab, nous avons participé justement à cet effort-là. On a eu une demande de 500 visières pour la première demande. Elle a été réalisée en 4 jours. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, à Artilect, nous avons 10 imprimantes 3D de type Ender 3. Voilà. Parce qu'il y a aussi un avantage, des fois, quand on a la fabrication d'un gros prototype au Fab Lab, plutôt que d'attendre qu'une imprimante est finie ou d'avoir plein de pièces sur le plateau où il y a des risques de décollement et tout, on a aussi la capacité de pouvoir lancer toutes les pièces, mais sur plein de machines différentes. On va aussi gagner beaucoup de temps. Voilà. Bon, c'est pas pour le prix que ça coûte, ce genre de machine en plus que ça représente un gros coût. Eh bien, en tout cas, je pense qu'on a traité une grande partie des questions. De toute façon, on aura l'occasion, je pense, de retraiter ces sujets lors de prochains lives. Donc, je vous rappelle que cette intervention est donc été en direct et sera rediffusée sur YouTube. Je tiens à vous remercier tous de votre participation et vos questions. Merci Gauthier De d'avoir rien. répondu présent à l'invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions, en tout cas une grande partie. Avant de vous quitter, donc, je vous rappelle que maintenant ces lives sont hebdomadaires. On se retrouve mercredi prochain à 14h. On parlera de tranchage avec Simplified 3D et pour ceux qui connaissent ce logiciel. Pour ceux qui sont en soif d'apprendre, je vous donne rendez-vous aussi aujourd'hui avec un live partenaire. Aujourd'hui à 16h, donc je vous partage le lien. Vous pouvez participer à un live qui parlera de conception orientée, un point très important sur la technologie résine. Et du coup, ce sera donc notre intervenant Lucas Lachaud, Formlabs, qui viendra délivrer des astuces de conception adaptées donc à la technologie SLA. Donc vous pouvez bien entendu vous inscrire, c'est gratuit et vous pourrez en apprendre davantage sur cette technologie. Je vous partage un dernier petit sondage pour avoir aussi votre avis sur l'intervention d'aujourd'hui et nous dire aussi si vous avez envie d'avoir d'autres sujets dans les prochains lives. Donc là, on vous a proposé aussi des sujets concernant l'architecture, notamment la notion du BIM, mais voilà, on essaie d'ouvrir aussi à d'autres thématiques annexes à l'industrie. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Florian, merci à tous. À la semaine prochaine. Salut.